Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Tour de France, étape qui va passer notamment dans les Ardennes aujourd'hui. Départ de Belgique pour arriver en France, deuxième pays parcouru par ce Tour de France 2022, très européen, il faut le dire. On aura encore un troisième pays, ça sera la Suisse qui sera parcouru avec une arrivée notamment du côté de Lausanne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, également votre grosse cote pour cette journée, voilà vos 3 favoris et votre grosse cote. Et puis dans les abonnements, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On est désormais 1500. Le Tour de France a démarré très fort sur la chaîne. On va pas se mentir qu'on a atteint des très très bons scores. Donc voilà, ça va être intéressant à voir sur cette étape. Il y aura beaucoup de choses à dire en plus aujourd'hui sur le profil de cette étape numéro 6. Départ donc de l'étranger depuis ma ville préférée, celle que je n'arrive jamais à prononcer correctement. C'est la ville de Binche, en Belgique. Très belle ville. Une étape longue, quand même, 220 km. C'est l'étape même la plus longue de ce Tour de France. Mais bon, pour un Tour de France, 220 km, on a vu plus long quand même. On va pas se mentir, cette année, les étapes sont assez courtes. C'est pas le Tour de France avec le plus de kilométrage. La difficulté de cette étape, c'est la fin de journée surtout. On aura pas mal de difficultés. Voilà, ça sera un peu les montagnes russes en fin de journée. Dénivelé positif, 2472 mètres, donc ce qui n'est pas très impressionnant, c'est pas énorme. On a vu pire, mais voilà, c'est une mini classique belge, une mini classique ardennaise pour cette étape numéro 6. Donc ça va être, ça peut être intéressant sur cette étape-là. On est la veille de la super planche. Est-ce que on aura une échappée qui peut s'imposer? Est-ce que les sprinters punchers voudront encore profiter de cette étape? On aura peut-être un match assez intéressant de ce côté-là. On regarde tout de suite le profil de l'étape numéro 6. Vous le voyez à l'écran. Binche, Longwy, 220 km, 2 côtes de 3e catégorie, une côte de 4e catégorie au programme. Et vous voyez une arrivée également du côté de la côte des religieuses à Longwy, 1,6 km à 6% de moyenne. Et bien on commence du côté de Binche qui est le siège social d'Intermarché Wanty-Gobert, qui est une équipe qui doit être au moins à son 6e ou 7e Tour de France, sous différentes appellations. Serfontaine, Longpré, Rocroi, et puis on arrive assez vite, au bout de 2 heures de course, on arrivera du côté de la première difficulté du jour, la côte des Masures, 2 km 1 à 6,8% de moyenne, cette côte des Masures, 6,4, 8%, 8,6, voilà, c'est une belle côte. Aller à la limite entre 3e et 4e catégorie, très clairement, on est à la limite. Je pense qu'on l'a mis parce que voilà, on a 1 km à plus de 8%, et c'est pour ça je pense qu'on l'a mis en 3e catégorie. Cette difficulté de la côte des Masures, alors qui donc est marquée à 5,08 comme temps, donc sur les 2 km, 5,08. Enfin 1 km 92, elle est un peu plus courte sur Strava, 5,08. Et du côté des pros, la moyenne est à 6,11. Du côté des amateurs, la moyenne est à 9,18. Le record sera peut-être battu, ce record de 5 minutes 08 du côté de la côte des Masures. Parce que je rappelle que on a battu au moins de 30 secondes le record du côté du Cap Blandé. On redescend ensuite après cette côte des Masures pour passer notamment à Charleville-Mézières, Saint-Laurent, Vignes-aux-Bois, Sedan également. Donc on voit bien qu'on est dans les Ardennes. Tiens, c'est ce que j'ai réfléchi hier. C'est bien avec peut-être la relégation de Bordeaux, on aura peut-être des Bordeaux-Sedan en national. Ça va faire une bonne ambiance. Carignan, sprint intermédiaire au kilomètre 146, c'est-à-dire à encore 80 bornes de l'arrivée quasiment. Et puis on va arriver à Longuillon, et Longuillon qui est à 25 km de l'arrivée, c'est le début, on va dire, de cette fin de journée qui va être compliquée.
notamment avec la première côte de 4e catégorie de cette étape, la côte de Montigny-sur-Chiers. Je ne sais pas comment on doit le dire, si on doit dire Chiers ou Chiers. Je ne sais pas comment se prononce le nom de cette rivière, parce qu'en fait, le Chier ou le Chiers, je ne sais vraiment pas comment on doit dire, est une petite rivière qu'on va longer pendant les 25-30 derniers kilomètres. Donc cette côte 1,6 km à 4,1% de moyenne, je l'ai vue sur Google Maps. C'est vraiment pas très impressionnant. Vous le voyez au pourcentage. Mais voilà, c'est une petite côte de 4e catégorie, mais pas vraiment de grandes difficultés. Ensuite, on redescend. On aura encore une petite bosse du côté de Lexi, 2 km 3 à 4,3% de moyenne. C'est un peu après. La route sera vraiment en prise à ce moment-là. Cette côte-là qui aura peut-être même plutôt mérité d'être au classement de la montagne plutôt que la côte de Montigny. Mais bon, après, ce sont les choix de l'organisateur. Et puis, on aura une côte à 6 km de l'arrivée qui sera très compliquée. C'est la côte de Puy-Venteux, côte de 3e catégorie. C'est un mur, 800 mètres à 10,8%. Vous voyez, un pied à 11,5, 12,5. Puis ensuite, c'est un peu plus facile. Dans le un peu plus facile, on ne descendra jamais en dessous de 9,5. Cette difficulté du col de Puy-le-Venteux, alors qui dans la version Strava fait 800 mètres, dans notre version fait également 800 mètres. 3 minutes 03 comme record, 5,18 du côté des amateurs. On n'a pas de temps du côté de moyenne du côté des professionnels, mais vous voyez, 3,03 pour 800 mètres. Ça veut dire qu'on est sur une belle montée et même si je pense que ce record sera battu à la côte de Puy-le-Venteux, ça va être difficile. Et puis on redescend, descente pas hyper technique pour atteindre le bas de Longwy avec la côte des Religieuses, 1,6 km à 6% de moyenne. C'est une côte qu'on a déjà vue, la côte des Religieuses, sur le Tour de France. Voilà, étape très intéressante. Quelques informations en plus à vous notifier. Le final de cette étape est assez tortueux. On aura notamment des épingles qui seront parfois prises à haute vitesse. La traversée de Longwy ne sera pas facile. À partir de 23 des 24 derniers kilomètres que j'ai regardé sur Google Maps, plusieurs informations à noter, notamment la traversée de Longuillon qui est un petit peu étroite. C'est pas le pire de la journée, ça sera à 23,8 km de l'arrivée. La commune d'après, qui est Villiers-sur-Chiers, ou Chiez, je sais toujours pas comment on doit le dire. Gros rétrécissement dans la commune. Donc voilà, il faudra faire un petit peu attention. Ça se rétrécit d'un coup en fait. Donc j'espère qu'il y aura de la signalétique parce que d'un coup ça se rétrécit dans cette commune. Ensuite, sinon, en dehors de cette traversée de commune, les routes sont plutôt très larges. Passage étroit également à Cons-la-Grandville. On aura notamment des maisons à Colombage sur le côté gauche, c'est mon côté Franck Ferrand, et de l'autre un petit château. Il y aura un virage sur la gauche qui sera assez étroit et jusqu'à la sortie de la ville, notamment on passera sous un chemin de fer, c'est le dernier endroit vraiment serré dans cette commune. Eh bien ça sera très étroit, pour vous dire, il n'y a même pas de trottoir sur le bord de la route, tellement c'est étroit, c'est des petites zones pavées, voilà, il faudra faire attention. Et puis attention dans Longwy, en majorité, on est sur des belles routes larges. Il y a quelques sections où d'un coup, on passe sur des routes beaucoup plus étroites. Notamment, on passera dans une route sur une rue en sens interdit. Donc, ça montre bien que si elle est en sens interdit, c'est qu'elle est un petit peu étroite. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit du côté du profil de cette étape. On va passer à l'histoire du Tour de France. Et aujourd'hui, on va revenir sur le Tour 2017 avec une étape qui partait déjà de Belgique pour aller du côté de Longwy. On partait à Verviers, la ville du grand Philippe, le roi Philippe Gilbert, pour aller du côté de Longwy. Parcours vallonné, là encore, dans les Ardennes, avec une arrivée en haut d'une bosse de 3e catégorie, la côte des Religieuses, déjà à l'époque. Ce jour-là, on avait également le même type d'étape. On ne savait pas trop si on allait avoir une échappée qui pouvait s'imposer ou les sprinters punchers qui étaient déjà nombreux à l'époque sur le Tour de France. À ce moment-là de la course, c'est Geraint Thomas qui a le maillot jaune avec une petite avance, on va dire, au général. S'il s'en sort bien dans la dernière difficulté du jour, elle ne devrait pas être menacée. L'échappée
va mettre 15 km à sortir sous l'impulsion d'Adam Hansen de la Lotto qui participe à son 18e grand tour d'affilée. Il aura même le record avec 20 grands tours d'affilée. Il arrêtera après un Giro. C'est-à-dire qu'il fera ce Tour de France-là. Il fera encore la Vuelta derrière, le Giro 2018. Et il s'arrêtera après le Giro. Il ne fera pas le Tour de France 2018. Et il prendra sa retraite, je crois, en 2019 ou 2020. Enfin, sa première retraite, car Adam Hansen, à cette année, rejoint une équipe autrichienne de Continental. Et il fait également des Ironman, comme Alexis Brunel, parce qu'Alexis Brunel a arrêté le cyclisme professionnel pour faire de l'Ironman. Donc je pense que la décision était déjà c'était déjà une réflexion qui était en cours, même quand il a rejoint UAE, qu'il ne se passionnait plus foncièrement que pour le cyclisme, parce que vu la performance qu'il a fait sur l'Ironman de Nice, tu la fais pas si tu t'entraînes pas un petit peu, un minimum à nager et à courir à pied. Donc c'est que voilà, l'action était déjà prévue depuis quelques temps. Du côté d'Adam Hansen, il est rejoint par Ned Brown de la Cannondale Drapac, Nils Politt de la Katusha, Romain Hardy de Fortunéo, Frédéric Bacard de la Venti et Romain Sicard d'Irect Energy qui a depuis pris sa retraite. Il passe en tête, Adam Hansen, sur le circuit de Spa, car un petit peu de Formule 1, nous allons sur le circuit de Spa-Francorchamps ce jour-là. Magnifique piste de Formule 1, peut-être la plus belle au monde. Mais le peloton décide de contrôler, l'avance ne dépasse pas la minute 20 dans la côte de Vils. Nils Politt décide de relancer l'échappée. Seul Nathan Brown arrive à suivre son attaque. Brown attaque dans la difficulté suivante. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? On est encore très loin de l'arrivée. Mais parce que l'objectif est de garder le maillot à poids au sein de l'équipe Cannondale, car à ce moment-là, c'est Taylor Phinney qui a ce maillot à poids. Taylor Phinney, qui est un coureur, qui est un espoir, qui n'a jamais confirmé. C'est un coureur qui aurait dû être le leader sur le contre-la-montre. Vraiment, il aurait dû être champion du monde de contre-la-montre, mais sauf qu'il a eu d'énormes blessures, notamment je crois une fracture du bassin, et ce qui fait que sa carrière ensuite a été beaucoup plus compliquée. Ensuite, Nathan Brown attend le reste de l'échappée. On retrouve donc de nouveau 6 hommes à l'avant. L'écart a grandi avec 2 minutes 30 d'avance. Mais de toute manière, ce n'est pas suffisant pour entrevoir la victoire. Surtout que le peloton décide à nouveau d'augmenter le rythme. L'objectif étant de supprimer, on va dire, les sprinteurs les plus rapides, mais qui sont les moins habiles dans les petites difficultés, les petites côtes qu'on aura dans le final. À 60 km de l'arrivée, l'écart n'est que de 1 minute. Et cette avance faible va donner des idées à des attaquants, des contre-attaquants. Lilian Calmejane de la Direct Energy, Thomas Zoren de la Lotto Soudal, Pierre-Luc Perrichon de la Fortunéo partent en contre pour rejoindre les hommes de tête. Ils sont même rejoints, encore une fois, le terme rejoindre par Romain Bardet, magnifique répétition. Ces 4 hommes vont rentrer sur les hommes de tête. Derrière, Romain Bardet est victime d'un problème technique à 40 km de l'arrivée. Il va mettre du temps à revenir parce que le peloton roule. Et je peux vous dire que ce sont les coéquipiers de Sagan et de Michael Matthews qui emmènent. Donc ça déménage un petit peu. À 22 km de l'arrivée, Calmejane se retrouve tout seul car les autres coureurs ont compris qu'il y avait peut-être peu de chances que ça aille au bout. Et il sera repris à 10 km de l'arrivée. Les leaders grimpeurs se montrent au début de la montée de la côte des Religieuses, mais ce sont les punchers sprinters qui prennent l'avantage. Personne ne peut battre Sagan. Pourtant, le Slovaque a failli tout perdre. Et oui, parce qu'il va rater sa pédale, c'est-à-dire qu'il va accélérer et puis son pied va se retirer de la pédale. Malgré tout, ni Matthews, ni Dan Martin et Van Avermaet, seulement 4e, pourtant bien placés au début du sprint, n'arriveront à revenir sur lui. Et puis belle performance d'Arnaud Démare qui finit 6e, pas mal de changements au niveau du général. Sagan et Matthews remontent alors que Stefan Kung sort du top 10. C'est Geraint Thomas qui a le maillot jaune, Nathan Brown prend le maillot à poids, son coéquipier Taylor Phinney, et Pierre Latour prend le maillot blanc. Et il reste le premier français au général avec la 6e place à l'époque où Pierre Latour, on pensait que ce serait peut-être le renouveau des coureurs par étapes français. Et comme quoi Arnaud Démare, 6e sur une bosse quand même assez difficile, ça montre bien qu'Arnaud Démare a toujours eu quand même des petites facultés en bosse, même si ce n'est pas suffisant pour remporter Liège-Bastogne-Liège, parce que chez RMC, nous avons certes Olivier Giroud, le handballeur, mais nous avons également Cyril Guimard qui peuvent raconter d'énormes conneries, le challenger pour Van Aert. Là, je pense qu'il va encore se le voir entendre assez régulièrement, et j'espère.
Ça lui permettra de se dire qu'il faut peut-être s'informer avant de parler d'un sujet. Du côté des célébrités, dans le cyclisme, nous avons un Binge, Clément L'Hôtellerie. Alors Clément L'Hôtellerie-Court qui a roulé chez Skill Shimano, qui a été pris pour dopage également, quand il était, je crois, chez Vacances Soleil. Qui a roulé également, je crois que chez Roubaix, ligne métropole, Clément L'Hôtellerie, mais qui avait eu un maillot à poids sur Paris-Nice, à l'époque de Skill Shimano. Skill Shimano qui est l'ancêtre de DSM. Parce qu'à l'époque, c'était la petite équipe qui montait. Skill Shimano, quand même une formation qui a repéré notamment Stéphane Schumacher, parmi les coureurs dopés, dans les premières années. Mais ensuite, il y a eu à la suite Kittel, Degenkolb, qui ont été repérés par cette formation. Romain Zingle également, qui vient de... ou Zinglé, qui vient de... c'est Romain Zingle et Axel Zinglé. Romain Zingle qui est un coureur de la Cofidis. Pas de la même famille, hein, là aussi. C'est aussi la région de Marion Rousse, un petit peu, le nord de la France, un petit peu la Belgique. Et puis à Longwy, on n'est pas loin avec la frontière luxembourgeoise, donc forcément on pense à Kevin Genietz, à Laurent Didier également. On pourrait penser aussi au Frashtec. Voilà, on a eu quand même pas mal de... Alex Kirch aussi en ce moment, du côté de la Trek. Parmi les autres personnalités, alors à Binge, on n'a pas de personnalité connue en France. C'est bien dommage. Par contre, à Longwy, on a de la pépite à Longwy. Hein. Geneviève de Fontenay. Eh oui, voilà, Geneviève avec Madame Chapeau, qui est de Longwy. Et... particularité des fois, on ne choisit pas son lieu de naissance. David Vendetta, DJ, ne pas confondre avec Michael Vendetta, ça n'a rien à voir. Et puis à Sedan, c'est la ville de Yannick Noah et Patrick Montel, là aussi, il faut se mouiller la nuque, c'est pas la même ambiance. Et puis à Charleville-Mézières, la ville de Jérémy Ferrari, l'humoriste. Du côté de la météo, température entre 20 et 23 degrés, ciel parfois couvert. C'est l'accent allemand qui revient. Couvert, mais pas de pluie de prévu. Du côté du vent, il vient de nord-ouest, c'est-à-dire qu'il sera en majorité de dos. Peut-être parfois de 3/4, mais comme c'est quand même des coins où il n'y a pas de forêt, je pense que ce sera compliqué de tenter un coup de bordure. Le vent, par contre, aura son importance. Ça va filer très vite, entre 20 et 40-45 km/h. Il sera par contre de côté à partir de Longuillon, à 24-25 km de l'arrivée. Mais là encore... le problème, c'est qu'il vient du côté où on sera plutôt bien protégé. Donc ça ne devrait pas non plus générer de coups de bordure. Du côté de la stratégie, échappée de 5-6, peut-être même 6-8 coureurs, on pourrait se dire, qui arrivent à aller au bout. Soit attaque dans le peloton, dans les dernières difficultés, on ne sait pas, un Dylan Tuns, on aurait pu un Van Aert qui attaquerait sur la fin. Soit sprint entre les différents leaders. Du côté des favoris, j'ai mis Wout van Aert. On ne sait pas. Lui, il peut attendre le sprint comme il peut tenter d'attaquer dans le final, notamment dans la côte de 3e catégorie. Dylan Tuns, vainqueur, je rappelle, cette année de la Flèche Wallonne. Ça peut également lui convenir. Michael Matthews, plutôt sur un sprint avec la côte des religieuses. Et puis en grosse cote, en cas d'échappée, eh bien, je mets Tony Galopin, qui partirait dans l'échappée et puis qui arriverait à s'imposer dans le final. On ne sait jamais, on peut toujours rêver. Du côté des horaires, départ réel tôt à 12h05 et puis le sprint intermédiaire à Carignan entre 15h34 et 15h54. Et sinon, l'arrivée est prévue entre 17h15 et 17h45, donc comptez 16h30 pour le début des difficultés, pour le passage, on va dire, à Longuillon, pour le début des difficultés pour cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!